Alors mes chers amis, la semaine dernière nous avons expliqué que lorsqu'on prend un couteau qui est un couteau à caractère carné, c'est-à-dire un couteau dont je me suis servi pour couper une viande véritablement bouillante qui se trouvait sur le feu, que j'ai pris ce couteau et que j'ai coupé avec un oignon ou quelque chose de piquant, on considère que cet oignon ou cet aliment piquant est devenu bassari. D'après certains décisionnaires, il ne devient bassari que si jamais je m'étais servi de ce couteau avec de la viande à chaud dans les dernières 24 heures. Si jamais la dernière fois que je m'étais servi du couteau c'était il y a 25 heures, 26 heures, une semaine, 2 semaines, dit le Rav Ovadia Yosef que l'oignon n'est pas devenu bassari. Par contre, on avait dit que d'autres décisionnaires, en particulier les décisionnaires ashkénazes, disent que même si le couteau, ça faisait plus que 24 heures que je m'en étais pas servi avec de la viande bouillante, dès lors que c'est un couteau bassari et que j'ai coupé avec un oignon ou quelque chose de piquant, même à froid, cet oignon ou cette chose de piquante devient bassarite. On avait expliqué aussi l'autre fois qu'il s'agit uniquement de choses piquantes et qui ont été coupées avec un couteau. Si jamais, avec une cuillère, j'écrase un petit peu de l'oignon, bien que c'était une cuillère qui avait servi pour de la viande, on ne considérera pas que l'oignon devient un oignon de viande, dans la mesure où la cuillère était propre. Pour toutes ces données-là, référez-vous au cours de la semaine dernière. À présent, il y a un certain nombre de questions qui vont se poser. Première question. Une fois qu'on a consommé cet oignon, donc on considère que l'oignon est devenu bassari, puisque je l'ai coupé avec un couteau bassari. J'aurais pas le droit de mélanger cet oignon avec du fromage, avec du lait. Question qui va se poser, est-ce qu'une fois que j'ai consommé cet oignon, je suis considéré comme étant bassari, et donc j'ai plus le droit de consommer de lait pendant 6 heures? Ou est-ce qu'on dit non, l'oignon est bassari, certes, le mélanger avec du lait, j'ai pas le droit, mais c'est pas suffisamment bassari pour m'interdire de consommer du lait pendant 6 heures. Disent les grands décisionnaires qu'une fois qu'on a consommé cet oignon, on n'est pas considéré comme étant bassari. Pourquoi? Rappelez-vous, mes chers amis, de l'un des premiers cours, au moment où on a parlé du temps d'attente entre la consommation de viande et la consommation de lait, on a dit qu'il y avait 2 raisons principales pour lesquelles il faut attendre 6 heures. La première d'entre elles, c'est qu'on craint qu'il y ait un petit peu de viande qui se soit logée entre les dents et qu'au moment où on va manger du lait, il va y avoir un contact entre cette viande et ce lait. Ça, vous comprenez bien que dans le cas de l'oignon, ce n'est pas le cas. Le couteau bassari avec lequel j'ai coupé l'oignon, c'était un couteau qui était parfaitement propre. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a le goût qui va sortir du couteau et qui va s'imprégner dans l'oignon. Il ne s'agit donc que d'un goût. Il ne s'agit pas d'un morceau de viande qui va pouvoir se coincer entre les dents. Et donc, il n'y a pas ce problème. Deuxième problème, deuxième raison pour laquelle en général on attend 6 heures, c'est parce qu'on avait expliqué à l'époque qu'au moment où on mange de la viande, le goût de la viande il peut ensuite remonter. On avait du mal à expliquer exactement ce phénomène, mais il y a une espèce de goût de viande qui pendant 6 heures peut encore remonter et qui, s'il se mélange avec du lait, est problématique. Ça, c'est le cas où j'ai mangé de la viande véritablement parlée. Si j'ai mangé qu'un oignon qui avait du goût de viande, là, il n'y a pas ce problème. De cette façon-là, mon maître, le Rav Moshe Sternbuch, explique pourquoi il n'y a aucun problème, après avoir mangé cet oignon, de pouvoir consommer ensuite du lait. Et Rabbi Akiva Iger, c'est lui qui est à l'origine de cette halakha-là et qui dit que c'est autorisé. Que se passera-t-il dans le sens inverse? À savoir, j'ai consommé de la viande. Donc je suis considéré comme étant bassari. Pendant 6 heures, je n'ai pas le droit de consommer de lait. Ai-je le droit de consommer un oignon qui a été coupé avec un couteau de lait? Un couteau qui a servi à cuire du lait, à couper du lait qui était bouillant. Ce couteau est devenu halavi. Dès lors que je coupe mon oignon avec, dans les 24 heures d'après tout le monde, ou même plus que 24 heures d'après les décisionnaires ashkénazes, mon oignon est devenu halavi. Je n'aurai pas le droit de manger cet oignon avec de la viande. Question. Pendant ces 6 heures d'attente, ai-je le droit de consommer cet oignon ou pas? Si je considère que cet oignon c'est du lait, j'ai pas le droit de consommer du lait. Là à nouveau, c'est un petit peu le même problème, en un peu plus grave. Mais les décisionnaires s'accordent à autoriser. Le Rav Eliashiv, par exemple, Zichrono Livracha, dit que la coutume était d'autoriser cette chose-là. Ça, c'était le premier point important et fondamental. Deuxième point important. Au moment où j'ai coupé mon oignon,
quelle quantité d'oignon va être interdite? Quelle quantité d'oignon va être devenue, par exemple, basari? J'ai coupé un énorme oignon. Je l'ai coupé en deux. Je considère vraiment que tout l'oignon est devenu basari ou pas? Dit la halakha, non. Et ça va dépendre ici à nouveau des décisionnaires ashkénazes et séfarades. D'après les décisionnaires séfarades, on considère qu'au moment où on va couper un oignon froid avec le couteau, c'est vrai que le goût va pouvoir se propager un petit peu, mais un petit peu. C'est combien ce un petit peu? C'est une quantité qu'on appelle en hébreu kedé netila. Ça veut dire une quantité d'environ 2 cm. Donc si j'ai coupé au milieu, les 2 cm de droite, les 2 cm de gauche ont pu être affectés, entre guillemets, par ce goût de viande ou par ce goût de lait. Mais pas plus. Donc si j'ai un grand oignon et que je l'ai coupé, par exemple, j'ai coupé l'extrémité, je voulais m'en servir pour... je voulais me servir de cette extrémité, par exemple, pour de la viande. J'ai pris un couteau de viande, j'ai coupé l'extrémité de l'oignon. Donc je l'ai retiré. Et à présent, j'aimerais me servir du reste de l'oignon pour du lait. Alors, les 2 cm qui se trouvent à côté de l'endroit où j'ai coupé, ces 2 cm-là, on considère qu'eux aussi, ils ont un caractère de viande. Mais après ces 2 cm-là, il n'y a pas de problème. Donc si je veux pouvoir consommer le reste de l'oignon, j'emmène un couteau, je précise mes chers amis, parvé, neutre, et avec cet oignon neutre, je coupe à partir de cet endroit-là, 2 cm après l'endroit où j'avais déjà coupé, et ensuite le reste de l'oignon est autorisé. Telle est la coutume séfarade. D'après les décisionnaires ashkénazes, on considère que non. On considère que tout l'oignon, on craint que dans tout l'oignon, le goût ait pu se propager. Et donc, tout l'oignon est inapte à la consommation avec du lait, dans la mesure où j'ai coupé même une partie de cet oignon avec de la viande. Donc j'espère que cette halakha-là est bien claire. À présent, on va parler du cas a posteriori, à savoir, j'ai coupé mon oignon avec un couteau basari. Et je ne savais pas qu'il y avait un problème. J'ai déjà pris cet oignon et je l'ai mis dans mon poteau, dans un plat halavi. Donc j'ai un oignon basari que j'ai déjà mis dans un plat halavi. A priori, je n'avais certainement pas le droit de le faire. Que fera-t-on a posteriori? Alors a posteriori, on connaît le principe qui est bitul beshishim. Lorsque j'ai une quantité 60 fois plus grande que l'interdiction qui est entrée quelque part, il n'y a pas de problème. Si par exemple j'ai une immense marmite pleine de lait, il y a 100 litres de lait, et dedans il y a un petit morceau ridicule de viande qui est tombé, qui s'est infusé, et qui ensuite est ressorti, et bien on considère que le lait n'a pas été interdit, vu qu'il y a une quantité 60 fois plus grande de lait que le morceau de viande qui est rentré à l'intérieur. Or là, on va fonctionner de la même façon. On va considérer, concernant notre oignon, on va considérer que la partie, donc, l'endroit où j'ai coupé, et les 2 cm à droite et à gauche, ça je considère que c'est devenu de la viande. Et je vais voir, par rapport à cette quantité-là de viande, de parties affectées par le goût de viande, est-ce que la quantité de lait qui se trouve dans mon plat est 60 fois plus grande ou pas? Si elle est 60 fois supérieure, c'est bon, il n'y a aucun problème. Et si jamais elle ne l'est pas, hein, il peut y avoir un problème. Donc, on répète, aussi bien d'après les Sfaradim ici que d'après les Ashkenazim. On regarde les 2 cm à droite et à gauche de là où j'ai coupé. Pour l'instant, je parle d'un cas où j'ai coupé l'oignon en deux. Si je l'ai coupé en plein de petits morceaux, on va y arriver. J'ai coupé l'oignon en deux. Donc, quelle est la partie qui peut être affectée concernant en tous les cas le a posteriori? C'est que les 2 cm à droite et 2 cm à gauche du lieu de la coupe. Eh bien, effectivement, on considère que toute cette partie-là est devenue bassarite. Maintenant, dans le plat halavi que j'ai, est-ce que j'ai 60 fois plus, une quantité 60 fois plus grande que ces 4 cm-là d'oignon ou pas? Si oui, il n'y a aucun problème. Maintenant, j'aimerais vous préciser un point important, mes chers amis. Je vous demande de bien vous concentrer, c'est un petit peu compliqué. Le point est le suivant. Êtes-vous d'accord avec moi que lorsque je me suis servi de mon couteau au tout début pour couper une viande bouillante, en envisageant que le goût de la viande se soit imprégné dans la lame du couteau, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas possible qu'il y ait plus de goût qui soit imprégné à l'intérieur de la lame que la superficie de la lame elle-même? Ça, je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Le goût, il est où? Le couteau est complètement propre.
Donc le goût, il peut être contenu que dans la lame. Il ne peut pas être plus que dans la lame. Donc même si je considère que toute la lame est pleine de viande, c'est sûr en tous les cas qu'il n'y a pas plus de goût de viande que la lame elle-même. Très bien. Mais disons que j'ai pris un couteau. Et j'ai pris un oignon. Et j'ai coupé mon oignon en deux. Disons qu'il s'agisse d'un grand oignon. Donc j'ai dit à droite 2 cm, à gauche 2 cm, ça me fait quand même 4 cm de zone de l'oignon que je considère être bassarite, être carné. Moi je vous pose la question. Vous êtes d'accord avec moi mes chers amis que généralement on a des petits couteaux, la lame du couteau est beaucoup plus petite que ces 4 cm d'oignon là. Donc les décisionnaires disent la chose suivante, que dans la mesure où le couteau dont on s'est servi c'est un petit couteau, eh ben, il suffit que dans le plat, il y ait 60 fois plus de lait que la superficie du couteau pour qu'on puisse autoriser. C'est très souvent le cas. Le couteau en général est fin, donc la quantité qui a pu être intégrée à l'intérieur, elle est relativement petite, puisqu'elle est maximum la taille du couteau. Dès lors que dans mon plat de lait, j'ai 60 fois plus de lait que la superficie de la lame du couteau, dans cette mesure-là, c'est complètement autorisé. Donc je répète, quand on va venir réfléchir aux 60 fois plus, on va prendre la quantité, on va prendre le minimum. Ça veut dire, si jamais j'ai coupé par exemple un tout petit oignon, minuscule, et de retirer 2 cm de cet oignon, eh ben, cette quantité-là, elle est plus petite que la lame du couteau, parce que mon couteau était par exemple énorme. Alors là, on dit combien au maximum, d'accord? Dans le couteau, il y avait plein de goût. Mais combien au maximum il a pu se propager? Dans les 2 cm de l'oignon. Alors là, je regarderai, si j'ai 60 fois plus de quantité de lait que ces 2 cm d'oignon, j'autorise. Si jamais on parle d'un cas inverse, on a un tout petit couteau. Si je retire 2 cm d'oignon à droite, 2 cm d'oignon à gauche, ça va être considéré comme étant une grande quantité. Et c'est possible que je n'ai pas 60 fois plus dans ma soupe que cette quantité-là. Donc là, je ne tiendrai pas compte des 2 cm à droite et 2 cm à gauche, mais je tiendrai compte de la lame du couteau. La lame du couteau, elle est beaucoup plus petite en général que 4 cm d'oignon. Et donc là, je considérerais que dans cet oignon, au maximum, il y a la quantité de la lame du couteau qui est intégrée, qui est imprégnée de viande. Et donc, si dans mon plat j'ai 60 fois plus que cela, il n'y aura strictement aucun problème. Voilà la halakha. Maintenant, je précise. Lorsque le Shulchan Aruch disait que lorsque j'ai coupé un oignon en deux, je prends les 2 cm à droite que je considère être bassari, les 2 cm à gauche qui sont devenus eux aussi bassari, ça c'est dans la mesure où j'ai coupé un oignon en deux. Si je prends un oignon et je le coupe en 1000 morceaux, je le hache avec ce couteau-là, alors là on considère qu'on ne peut plus se servir de ce couteau pour du lait, parce qu'on va retirer les 2 cm d'où? À chaque endroit j'ai coupé. Il n'y a aucun endroit où il y a plus que 2 cm et où la lame n'a pas eu accès. Donc dans ce cas-là, on considérera même d'après les Sfaradim que tout l'oignon est devenu bassari, et donc je n'aurai pas le droit de consommer cet oignon avec du lait. Et là, je n'aurai aucun recours et me dire, c'est pas grave, je vais retirer 2 cm à droite ou à gauche, vu que le couteau a eu accès partout. Par contre, à nouveau, si cet oignon qui a été haché, et j'ai considéré que tout l'oignon était devenu bassari, si cet oignon maintenant, a posteriori, est déjà rentré dans un plat de lait, à ce moment-là, est-ce qu'il faut que j'ai 60 fois plus que la taille de cet oignon entier pour que je puisse autoriser le mélange? Réponse non. Si jamais la lame était plus petite que tout l'oignon, ce qui est le cas en général, eh ben, il suffira que dans la quantité de lait qui se trouve dans la marmite, il y ait 60 fois plus de lait que la lame du couteau, que la taille de la lame, pour qu'on puisse autoriser. Ensuite, un autre point important que je voulais vous dire, lorsqu'on dit que l'oignon, par exemple, c'est quelque chose de piquant. De quel oignon on parle? On parle d'un oignon qui est encore cru. Si on a pris un oignon et qu'on l'a cuit, vous êtes d'accord que le fait de le cuire, ça l'adoucit. Et donc il est déjà plus piquant. Et donc dès lors qu'il est déjà plus piquant, vous avez bien compris qu'on ne considère plus cela comme étant quelque chose de piquant, bien qu'il s'agisse d'un oignon. Ensuite, autre question qui va se poser. Qu'est-ce qui est considéré par la halakha comme étant piquant? Alors je peux vous dire, dans les décisionnaires, il n'y a pas de liste exhaustive qui nous prend en revue vraiment tous les légumes, tous les fruits et qui nous dit exactement qu'est-ce qui est piquant.
Mais on a quand même quelques exemples clés qui vont nous éclairer la voie. Il y a écrit par exemple que l'oignon c'est piquant. Il y a écrit par exemple que le radis, vous savez les gros radis comme ça, c'est piquant. Il y a écrit par exemple que le réfort c'est piquant, ça vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. D'accord? Donc les piments bien évidemment c'est piquant. Il y a écrit aussi dans la halakha que les citrons c'est considéré comme étant piquant. Il y a écrit aussi dans la halakha que les poissons salés, le hareng par exemple quand il y a du sel dessus, quand il est très salé, on considère que c'est aussi piquant. Le sel lui-même, il est considéré comme étant quelque chose de piquant. Donc on a quelques exemples, il est écrit même dans le Shulchan Aruch que les pommes qui sont très amères, on parle de pommes qui ne sont pas encore aptes à la consommation, quand elles sont encore petites, elles sont très amères. Si on les coupe avec un couteau, on considère aussi que ça s'appelle et que c'est considéré comme étant piquant. Une jeune fille m'a posé la question la semaine dernière, est-ce que le poireau c'est considéré comme étant piquant ou pas? Et elle me dit, moi quand je coupe le poireau, je pleure. De la même façon que quand je coupe l'oignon, ça me fait pleurer, ça me met des larmes aux yeux. De la même façon quand je coupe le poireau. Donc visiblement, c'est aussi piquant. La vérité, c'est que le poireau, ça appartient à la famille de l'oignon. Et en dehors de cela, Rashi explique dans un endroit dans la Gemara que effectivement le poireau, c'est aussi piquant. Si on parle des mêmes poireaux qu'au jour d'aujourd'hui, donc c'est aussi piquant. Là, on considère que c'est aussi piquant. Voilà, en quelques mots, le résumé, les exemples précis. Maintenant, j'aimerais réfléchir avec vous à encore un cas important. Le cas est le suivant. Il est écrit dans le Shulchan Aruch la chose suivante. Je vous le lis dans les mots si vous voulez. Il est écrit comme ça. Tavlin shenidochu bemaducha shel basar ben yomo. Si jamais j'ai moulu des épices, entre guillemets, entre parenthèses, c'est-à-dire piquantes, si jamais j'ai moulu des épices piquantes dans un hachoir de viande qui était, dit le Shulchan Aruch, ben yomo, c'est-à-dire dont je m'étais servi dans les dernières 24 heures, dit le Shulchan Aruch, asur leochlam bechalav. Eh bien, je n'ai pas le droit de consommer ces épices avec du lait. Donc, je reprends le cas. J'ai un hachoir dont je m'étais servi avec de la viande dans les dernières 24 heures. Donc, le goût de la viande qui est entré à l'intérieur des parois, c'est un goût qui est encore assez fort. Je moue mes épices piquantes dedans. Dit la halakha, ces épices piquantes, je considère qu'elles sont considérées comme étant de la viande. Elles ont un goût de viande. Et donc, je n'ai pas le droit de les consommer avec du lait. A priori, vous comprenez bien cette halakha. Pourquoi? C'est piquant. Ces épices-là sont piquantes. On parle de quelque chose qui était basari. On dit qu'il était ben yomo. Et donc là, on a les épices avec le fameux durka des sakina dont on a parlé l'autre fois, la force de la coupe, la force du couteau. Alors là, ce n'est pas vraiment un couteau, c'est un mortier, mais c'est exactement la même chose. Quand on a un pilon, on appelle ça. Le pilon, quand on tape tellement fort que c'est un petit peu comme un couteau. Donc on comprend bien que par la force du coup, avec l'aspect piquant de ces épices, le goût va pouvoir sortir du hachoir et va pouvoir pénétrer dans les épices. Et donc ces épices-là, je n'ai pas le droit de les consommer avec du lait. Le Rav des Ashkenazim, immédiatement va dire que cette halakha est avérée, même si jamais je ne m'étais pas servi de ce hachoir avec de la viande les dernières 24 heures. Il faut vous rappeler ce qu'on a dit au début du cours, le cours précédent. D'après les Ashkenazim, quand on se sert de quelque chose de piquant, même si ça faisait plus que 24 heures qu'on s'en était pas servi avec de la viande ou avec du lait, on considère que malgré tout le goût va entrer dans le piquant. Donc, la halakha, a priori, est claire. Je me permets juste, mes chers amis, de vous poser une question. Comment ce hachoir, au départ, est devenu basari? Si jamais c'est un hachoir dans lequel j'ai acheté de la viande froide, comment il est devenu basari? Le froid, ça empêche les transferts. Quand est-ce qu'on parle de transfert? Quand on parle de choses qui ont été cuites à chaud. Mais si jamais j'ai simplement mis de la viande et que je l'ai hachée, eh ben, comment vous voulez que le hachoir soit devenu basari? Or, on pourrait dire qu'on parle d'une viande bouillante qu'on a mis dans le hachoir. Simplement, ce n'est pas évident, parce que le hachoir, là, il est considéré comme étant un kli, un ustensile second. Et ce n'est pas sûr que le goût de la viande va pénétrer à l'intérieur. Ça va dépendre de discussions entre nos maîtres. Donc, de quoi on parle ici? Quand on parle d'un hachoir qui est basari, et dans lequel on va mettre ses épices, de quel hachoir parle-t-on? Disent les décisionnaires, et là c'est un point important, qu'il faut qu'on connaisse, on le voit ici, on le voit dans les lois de Pessah.
Ils disent la chose suivante. C'est que si jamais la première fois, au moment où je m'étais servi du hachoir avec de la viande, je m'étais servi du hachoir pas que avec de la viande, mais avec de la viande plus des épices piquantes, étant donné qu'au moment où j'ai haché, les épices piquantes, elles ont pu rentrer à l'intérieur, parce qu'on a dit, les choses piquantes, ça peut rentrer à l'intérieur, ça peut pénétrer à l'intérieur des parois. Pourquoi? Parce que c'est piquant. Donc piquant plus la force du pilon, ça fait que ça peut rentrer. Disent les décisionnaires, ça peut rentrer même s'il y a de la viande avec. Ça veut dire j'avais une viande très épicée que je me suis amusé à hacher, et bien cette viande-là, au moment où je hache, au moment où je procède au durka des sakina, à la force du couteau, plus au piquant des épices qui se trouvaient avec la viande, il s'avère qu'il y a de la viande qui va rentrer à l'intérieur du hachoir. Pareillement concernant les lois de Pessah. Si jamais il y a un hachoir dont je me sers tout le temps qu'à froid, et je m'en suis servi avec du chametz, avec du pain, est-ce que je considère que ce hachoir est devenu un hachoir chametz ou pas? Réponse, ça dépend. Si je hache du pain, mais sans épices piquantes, alors non, puisque tout se passe à froid, il n'y a aucun problème. Mais si jamais je hache avec des épices piquantes, alors là, étant donné que le piquant va pouvoir rentrer dans l'ustensile, au moment où je vais hacher, à cause de la force du couteau et de l'aspect piquant, au même moment, il y a le chametz aussi qui va pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc voilà, ça c'était une halakha qui devait être claire. J'aimerais juste vous laisser en vous posant une question, mes chers amis. Et je vous invite à y réfléchir, et la réponse, Bezrat Hashem, la prochaine fois. La question est la suivante, on me l'a déjà posée plusieurs fois. Une personne se trouve dans un café, dans un bar. Cette personne commande un verre de Coca-Cola. Et voilà que le barman lui amène le Coca-Cola avec une rondelle de citron. Et la question qui se pose, a-t-on le droit de boire ce Coca? Quelle est ici la problématique? Le citron, on l'a coupé avec un couteau. Le citron, c'est considéré comme étant quelque chose de piquant. Le couteau, au moment où on s'en sert pour couper, il y a la force de la coupe, le durka des sakina. Ça fait que tout ce qui est dans les parois du couteau, ça va rentrer dans cet oignon. Donc cette rondelle de citron-là, elle est devenue pas cachère. Je suis dans un bar pas cachère. Dans ce bar pas cachère, c'est possible qu'avec ce couteau, on ait coupé du jambon bouillant, on ait coupé des choses bouillantes, de la viande bouillante pas cachère. Donc dans la mesure où ce barman va couper cet oignon, ce citron avec ce couteau, et bien il s'avère que dans le couteau, il y a un goût pas cachère qui est mêlé. Lorsqu'on met maintenant ce citron, cette rondelle de citron dans mon coca, il peut y avoir ici un grave problème. Et là je précise un point important, c'est que même si jamais la dernière fois qu'il s'est servi de ce couteau, c'était il y a plus que 24 heures, là on avait dit le cours précédent que même Rav Ovadia Yosef s'accorde pour dire qu'on considère que le goût va rentrer. Tout ce que le Rav Ovadia Yosef disait que lorsqu'on coupe quelque chose de piquant avec un couteau, et que ça faisait plus que 24 heures qu'on ne s'était pas servi de ce couteau, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de goût véritablement, c'était uniquement concernant quand j'ai coupé quelque chose de piquant avec de la viande, une viande cachère, et que ça s'est mélangé ensuite avec du lait. Ou avec du lait, et que ça s'est mélangé avec de la viande. Alors là, dit le Rav Ovadia Yosef, puisque la viande est permise, puisque le lait est permis, alors là on considère que si le couteau avait été utilisé la dernière fois il y a plus que 24 heures, qu'il n'y a pas de problème. Mais concernant un couteau qui a servi pour de la viande qui est véritablement pas cachère, là, dit le Rav Ovadia Yosef, il y a un problème. Donc question que je vous soumets, mes chers amis, a-t-on le droit de boire ce Coca-Cola ou pas? Et a-t-on le droit de manger cette rondelle de citron? Je vous laisse réfléchir et à bientôt. Kol Tov, merci de votre attention.